Bonsoir, on n'attendait plus que vous. Merci d'être venus pour écouter Raphaël Berthaud et Gilles Rinaldi. Gilles Rinaldi, donc notre photographe de ce soir, confronte son travail photographique depuis les années 90 aux enjeux de l'architecture, de l'urbanisme, de l'habitat. Dans ces domaines, il s'intéresse particulièrement à la représentation des gestes et des actions. Il travaille souvent dans le cadre de commandes publiques ou privées, ou de résidence d'artistes. Son travail privilégie des formes d'exploration étalées sur un temps long, parfois même sur des années, et qui donnent lieu à des suites d'images. Il a photographié des territoires en mutation, comme certains quartiers de la Meuse, où il s'est intéressé à l'habitat social en 2006, ou, autre exemple, le vaste chantier des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, dont il sera question tout à l'heure. De 2008 à 2012, il suit le quotidien de la cité Jean Jaurès à Montreuil, de la cité scolaire, Jean Jaurès à Montreuil, mêlant vue d'architecture, détails, portraits, vues de groupe. Ce projet a donné lieu à un livre publié chez Purpose Éditions en 2015. En 2013, il réalise durant plusieurs mois des photographies dans une maison de retraite médicalisée au contact de personnes âgées, cherchant à donner des images de l'extrême vieillesse, de son humanité et de sa déraison. Son travail photographique sur l'architecture se poursuit en 2016 à travers une commande portant sur la nouvelle médiathèque de Caen, réalisée par Rem Koolhaas, avec un livre paru aux éditions Le Point du Jour l'an dernier. Cette même année, il a commencé aussi un travail dans la jungle de Calais, que nous allons découvrir tout à l'heure. Raphaël Berthaud est historienne de la photographie, maîtresse de conférences en art à l'université de Tours. Elle dirige le laboratoire Intrus qui s'intéresse aux interactions, transferts et ruptures artistiques et culturelles. Elle travaille sur les enjeux esthétiques et politiques de la représentation du territoire contemporain. Elle s'est notamment intéressée aux grands ensembles, aux autoroutes et à la question des commandes publiques en Europe. Elle a publié en 2013 à la Documentation française l'ouvrage « La mission photographique de la Datar, un laboratoire du paysage contemporain ». Elle a dirigé le projet de recherche « Mon paysage au quotidien » pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en 2014. Elle participe au projet de recherche de l'Agence nationale de la recherche « Photo-paysage » de 2015 à 2017, projet dirigé par Frédéric Pouzin, que nous avions invité l'an dernier, il y a tout juste un an. Raphaël Berthaud a été commissaire avec Héloïse Conesa de l'exposition Dans l'atelier de la mission de la Datar, présentée aux Rencontres internationales de la photographie d'Arles en 2017, et de l'exposition Paysage français, une aventure photographique 1984-2017, présentée à la BNF en 2017-2018. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous allons ouvrir cette conversation autour de ton travail, Gilles, et notamment donc des trois séries qui ont été évoquées, puisque ton travail est plus large, mais l'idée c'était d'articuler un peu ces trois travaux en corrélation avec l'exposition sur le thème du chantier, d'où cette première série qui est sur le chantier des archives nationales dont tu nous parlais, et puis on va peut-être voir ensemble un peu ta manière d'aborder ce que tu nommes le mouvement interne des lieux et la manière dont tu poses ton regard dans le temps et dans l'espace sur ces transformations. Alors je te laisse peut-être nous présenter ce travail. Oui. L'intérêt aussi de ces trois travaux, c'est que ce sont trois travaux de commande, finalement. En tout cas, oui, sur des sollicitations. Un peu moins de commande, c'est plutôt une résidence. Institutionnelle. Et en tout cas, celui-ci, c'est une commande. Oui, c'est une commande, oui. À usage purement communicationnel, ça se dit. C'est un travail pour la communication, pour garder des traces aussi, une mémoire d'un chantier important en banlieue parisienne. Donc ça a commencé, ce travail a commencé en 2005, à l'hiver 2005, où l'OPIC, ça s'appelait l'EMOC à l'époque, l'OPIC maintenant, qui est chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux culturels de l'État, m'a demandé de faire un état des lieux
du terrain et des alentours du site où allaient être implantées les archives nationales. C'était donc avant, c'est avant le concours d'archi, et ces images ont servi en fait à ce que pour donner des informations paysagères, pour donner une connaissance par l'image des lieux aux membres du jury. Et donc là, les premières photos en 2005 sont faites comme ça. Enfin voilà, j'ai photographié le site en lui-même, mais aussi les alentours. J'en ai un peu profité pour faire ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire un travail sur la banlieue avec un peu de moyens, avec une chambre, avec du temps et avec un peu de temps aussi, ouais, c'est vrai, en y travaillant régulièrement, pendant 2 mois en tout cas. Alors on est sur un site qui est à Pierrefitte, à la frontière avec Saint-Denis. Et quand on est sur ce territoire, tu dis que tu voulais faire un travail depuis longtemps sur la banlieue. Avec quelle référence visuelle on aborde ce territoire? Est-ce que tu rencontres la banlieue alors de Douaneau, ou est-ce qu'il y a d'autres références qui te viennent? Parce qu'on est sur un territoire qui est assez hybride finalement. Là, en 2005, Douaneau, je l'avais en tête, mais je l'ai un peu évacué quand même. Enfin, je l'ai mis un peu de côté. J'ai plutôt essayé de. Enfin, je pensais plutôt, et je pense à Robert Adams par exemple, ou oui, enfin, ce grand photographe paysager, Robert Adams, je sais pas. Ou aussi, j'aimais beaucoup et j'aime toujours le travail de Jean-Luc Moulin qu'il a réalisé à Berlin. À la chambre, de façon un peu moins straight et moins classique que moi, mais enfin voilà, j'avais peut-être ces deux, enfin je sais pas, c'est peut-être un peu, j'en avais plein d'autres en fait. Je fais jamais trop attention aux références, ça me traverse, mais je les fixe pas quoi. Enfin j'essaye de pas les fixer en tout cas. Et aussi le travail qui a été réalisé dans les années, enfin pour la Datar aussi, Jean-Louis Garnel aussi. Si à Douaneau, c'est plutôt le Douaneau de la fin quand il travaille en couleur. C'est plutôt ça. Parce que ce qui est dur à saisir, enfin ce qu'on saisit bien dans les images que tu réalises, c'est vraiment ces espaces entre deux, intermédiaires, où l'urbanisme ne semble pas, semble s'être arrêté brutalement, où on sent qu'il y a une collision d'usage, d'appropriation, de destination. On a vu dans les premières images ce qui était un des derniers maraîchers du territoire. Donc un espace maraîcher, c'est un espace aussi urbain. On est pas loin de certains grands ensembles. Donc ce que tu arrives à rendre, c'est finalement cet espace de territoire frontière, flottant, et dont on sent la transformation en cours finalement. C'est presque un possible qui s'annonce dans ces territoires vacants. Oui, peut-être pas dans cette photo, parce que justement c'est la cité des Jardins de Stein, elle est un peu à l'historique, mais la photo d'avant, oui, c'était réellement c'est des paysages en devenir, ouais, et tout est toujours en travaux en fait, finalement, en métamorphose. Ah oui, c'est vrai. Enfin là, maintenant, le paysage a certainement totalement changé, enfin. Oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, particulièrement sur le chantier, parce que le chantier, pour le coup, lui, enfin, tout bouge et tout se transforme. Mais c'est intéressant, je trouve, de pratiquer la photographie en ayant en tête que tout ce qu'on a autour de soi bouge. Et peut-être, voilà, c'est peut-être une des raisons ou des énergies qui font que je fais des photos, quoi. Alors ça, c'est une photo un peu particulière, puisque c'est une des photos où tu vas sortir d'un point de vue piéton
pour aller sur un point de vue, alors vu non pas aérien, mais un point de vue oblique, vu du haut de l'immeuble, on va dire, qui donne une topographie assez explicite de l'organisation ici, de la sortie du métro, juste à côté des... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas sortir de ce point de vue piéton, d'arpentage, pour aller saisir comme ça cette organisation un peu sur un point de vue presque aérien? Je sais pas. Tout à l'heure, on parlait de référence. Je pensais à Lewis Walls aussi, qui est une référence importante pour moi, où on le voit au début de ses livres, souvent embrasser comme ça le paysage, puis après le découper, le parcourir, le renifler presque par la déambulation, la marche et la tension. Là, c'est une des photographies de cette série de février-mars 2005 qui a été une des dernières photographies. Donc j'ai fait le contraire un peu, j'ai pris un recul à la fin pour essayer de situer ces archives qui sont vraiment difficiles à situer. Parce qu'il n'y avait pas de point de vue. J'ai essayé aussi d'avoir des points de vue depuis les tours, etc. J'ai jamais réussi à obtenir l'autorisation, en tout cas facilement, à ce moment-là. Non, moi, ça m'intéresse quand même dans toutes mes séries. J'essaye de situer le lieu d'exploration qui est délimité. Par exemple, Jean Jaurès, il n'y a pas de point de vue, mais il y a le livre commence par des vues des alentours, qui sont en particulier les chemins de l'école de certains élèves. Et ça me permet de situer quand même ces petits territoires que j'explore dans une ville, dans une région. Enfin là, c'est au croisement de plusieurs villes. Voilà. Alors, ce qui est assez marquant, c'est que en ouvrant la présentation, tu nous dis qu'il s'agit d'une commande de l'OPIC pour préparer un chantier, donc quelque chose de très fonctionnel finalement dans la demande. Et toi, tu te l'appropries immédiatement comme une série, comme un projet qui va être le tien. Donc il y a vraiment finalement la commande vient être le point de départ de ce qui est un projet personnel en réalité. Hein. Donc il y a vraiment cet investissement d'auteur qui se fait dans la commande. Oui, et elle se fait grâce à la commande aussi, parce que j'aurais pas été de moi-même, bien sûr, photographier ce chantier, et j'aurais peut-être pas été intéressé par ce chantier sans la commande. Donc c'est des va-et-vient, et quand je travaille pour mais d'emblée, en effet, mais c'est aussi le fait que je travaille à la chambre, en négatif, enfin, comme j'avais fait auparavant, enfin, j'ai pas choisi de photographie en numérique rapide, enfin, j'aurais pas pu le faire, parce que s'ils m'ont demandé, c'est peut-être parce que je travaillais comme ça, j'en sais rien. Mais, comment dire ? Et ce choix de la chambre, du négatif, sur la manière dont tu abordes les lieux, qu'est-ce que ça induit ? Alors, une lenteur du regard, sans aucun doute, puisqu'il y a une installation à faire. Là, je reprends les termes de Gabriele Basilico. Est-ce qu'il y a, dans ta manière de te déplacer, d'aborder, qu'est-ce que ça induit particulièrement pour toi ? Pourquoi ce choix, qui est quand même un choix très fort, hein, d'un point de vue de l'économie même de tes travaux ? Pour le coup, là, c'est du 6-7, mais parce que je travaille toujours avec plein d'appareils différents. Mais dans la première série, la chambre 4-5 c'est une posture, en fait, c'est une posture de photographe aussi, dans le champ du réel. C'est-à-dire que pour faire des photographies en banlieue, autour de Saint-Denis, ça me paraissait bien plus facile que d'utiliser un appareil à l'œil, parce que je faisais avec un voile, avec un gros pied, on peut réellement aller partout. En fait, on est accepté comme un géomètre un peu. Donc, et on est tranquille, personne va nous embêter sous un voile noir.
Et voilà. Et aussi, c'est une façon de partager, parce qu'il y a des gens qui aiment passer en dessous, donc voir ce qu'on voit. Donc, ça m'arrive souvent, surtout les jeunes, bien sûr. Bon, c'est cool. Et donc c'est avant tout une posture. Bien sûr, il y a une esthétique, il y a une qualité, il y a des possibilités de décentrement qui font que pour l'architecture, c'est bien pratique. Il y a une lenteur aussi. Il y a aussi la concentration qu'on a sous le voile, ça c'est clair. Et aussi le fait de faire des photographies sans même viser, parce qu'on pose la chambre et on ajuste, et la photographie est faite. Donc on s'entraîne aussi à viser en dehors du viseur. Ça c'est pas mal. Alors là, tu es passé sur une seconde partie. C'était une petite partie sur les fouilles. Et où on m'a demandé en 2008 de photographier. L'image est en avance sur la parole, mais de photographier les fouilles, de faire une petite session d'une journée sur les fouilles pour avoir une trace de ça. Et là, en 2009, on pose la première pierre très symbolique, hein, parce que c'est pas du tout là que ça se passe. Et les politiques, les ministres, les hôtesses. Mais j'ai choisi celle-là parce que j'ai choisi cette photo pour vous montrer, sinon il y en a d'autres. Donc là, en fait, tu as évacué tout le décorum, pratiquement, ouais. Enfin, toute la cérémonie, pour laisser cette... Oui, j'ai évacué les politiques, tout ça. Bon. C'est aussi un spectacle, c'est un peu le début c'est un peu aussi une interdiction de passer, c'est intéressant. Je sais pas si c'est une interdiction ou espèce de... c'est assez étonnant, ce truc. Il y a un écho qui est évident entre ces trois petits plots posés de manière un peu curieuse au premier plan, vu que l'ensemble des personnes que c'est censé, dont le passage est censé être organisé sont absentes, qui font écho à ces deux grandes grues qui sont à l'arrière-plan et qui sont là... Le début du grand chantier, ou en tout cas son évocation à ce moment-là. Oui. Ce rapport entre le dérisoire et là où va se passer vraiment l'enjeu, la transformation en arrière-plan. Voilà. Et c'est le début du spectacle aussi, un peu, pour moi. Enfin, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est parce que c'est quand même une construction, tout ça. On pourra peut-être l'évoquer. Suivi de chantier, ok... on est objectif parce qu'on travaille, il n'y a pas trop de flou, etc. Mais c'est tout de même par le choix des images, des raccourcis, une construction, un montage. Voilà. Donc la série que je vous présente, elle est chronologique. Hein. Enfin, donc je suis l'évolution du chantier avec différents appareils. Et différentes distances, hein, parce qu'on voit que dans l'image d'avant, donc il y a cette entrée en scène, il y a le lieu du spectacle avec les grues, et puis là on revient à des plans plus rapprochés sur les acteurs finalement, qui sont les acteurs du chantier, les géomètres, les coulisses. Là, finalement, on arrive. Donc on a vraiment cette vision du chantier comme un théâtre. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est des va-et-vient, c'est vrai, entre des échelles plus larges et des détails, une proximité, aussi des distances de parole, quoi, où on peut parler, on peut échanger un peu. Il y a aussi des alentours que je continue à faire, ça c'est vu du premier étage, ou je ne sais plus quel étage, mais enfin, donc c'est les pavillons qui sont très proches des archives. Et on voit la manière dont le chantier vient s'insérer un peu dans ce tissu urbain qui est à la fois assez dense, tout en étant assez diversifié. Hein. Oui. Et il y a ces photographies-là que je reconduis comme ça de mois en mois. J'en ai sélectionné seulement quelques-unes, mais où on voit le chantier, enfin le bâtiment grandir. Et puis il y a ces images de compagnons,
qui sont là pour le coup, qui nous font sortir du chantier presque, hein, dans ces espaces qui sont confinés. Et là où on parlait de théâtre, une anti-théâtralité qui arrive, hein, avec cette figure de l'absorbement que tu évoques, hein, cette idée où on va, je reprends le terme de Michael Fried sur la question de la place du spectateur, que tu évoquais à l'égard de ces images. Ce qui me frappe, hein, alors peut-être sur une suivante, c'est le rapport assez fort à la peinture qu'on va trouver dans ces images de compagnons, mais on le retrouve encore plus fortement sur d'autres images, dans la question des lumières. Et puis on revient, on alterne avec l'élévation en cours de ce chantier. Ici, là aussi, il y a un travail très subtil que tu réalises sur la question des couleurs. Hein, on est sur une composition extrêmement maîtrisée des formes, des couleurs, de la luminosité aussi, hein, d'une lumière qui est assez uniforme. Surtout la lumière, parce que les couleurs, je ne les choisis pas vraiment. Et le point de vue, il m'est un peu imposé par l'architecture. Mais et le rouge, c'est pas facile à photographier, je trouve. Alors, mais en revanche, les lumières, dans ce travail, dans tout ce que j'essaie de faire, sont vraiment comment dire, essentielles. C'est-à-dire que si la lumière n'est pas bonne, je ne vais pas faire la photo, ça c'est sûr. Alors, on est à quel moment de la journée, là, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Début d'après-midi, je crois, je ne suis pas sûr. Faudrait voir l'orientation. Mais ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, tu arrives à saisir un moment où parce que là, ce qui est impressionnant, c'est comme si on était sur un moment d'arrêt complet. Il n'y a personne. Oui, mais justement, je crois bien que c'est un moment où les gens mangent. Je ne suis pas sûr, mais il y a des chances. Pas sûr, parce que quand même, ça bouge. Moi, je dirais début d'après-midi, ouais. Mais en tout cas, il y a un certain silence. Et c'est ça que j'aime bien, quand on alterne les plans lointains comme ça et pas les portraits, mais peut-être les personnes qui sont actives. Enfin, il y a un travail sur le son, le silence, quoi. Mais j'aurais du mal à le définir facilement, parce que ça change, en fait, à chaque fois. Il peut y avoir des gens qui sont concentrés, qui sont dans le silence, et d'autres qui font énormément de bruit aussi, donc c'est pas systématique. Mais... Alors ça, c'est l'image qui ouvrait ta conférence, hein. On voit ces allées, finalement, presque une ville qui se construit, enfin en tout cas un espace qui s'organise. On n'est pas simplement dans le bâtiment, là, clairement on est dans une construction d'espace bien plus large, aux alentours, aux circulations. Oui, c'est une ville, ça ressemble à une ville futuriste un peu. Mais j'aimais bien ce moment-là du bâtiment, avant qu'il soit complètement fini, fermé. Là, il y a un squelette intéressant, quoi. Et on sent bien les échelles et la lourdeur, la solidité, parce qu'il faut que ça tienne des millions de tonnes d'archives. Donc c'est des gros pylônes, enfin c'est vraiment énorme. Et de façon classique, j'ai attendu que quelqu'un passe pour donner une échelle. Bon. Parce que j'aime bien aussi la photographie du 19e siècle, enfin beaucoup, et c'est une de mes références aussi. Baldus par exemple, ou d'autres qui me viennent pas en tête comme ça. Le Sec, ça j'aime beaucoup en fait, et voilà, c'est des influences plutôt que des références. Donc là, on continue à sortir du chantier lui-même pour de nouveau l'inscrire dans l'espace urbain et observer finalement la manière dont il vient le modifier, dont il s'érige au sein de cet espace. Et ce qui est assez notable, c'est comment cette architecture qui est extrêmement puissante, imposante, va finalement s'insérer de manière assez facile dans cet espace, pourtant déjà saturé, avec une identité assez forte. Pardon, je pensais qu'il y avait une photographie du bâtiment.
On voit aussi le passage des saisons. On a observé qu'on commence en hiver, on a la fin des pré-chantiers en mars, et puis là, on a les saisons qui arrivent, donc ça informe aussi pour toi la composition, la distance à prendre. Oui, c'est vrai. Et en fait, oui, il y a le temps. C'est ça qui est intéressant dans ce suivi de chantier, c'est que finalement, j'étais confronté au temps, autant qu'à l'espace. Et au climat, enfin, aux saisons en effet, aux couleurs qui changent. Donc c'était une façon aussi de suivre tout ça. Enfin, c'est un suivi de chantier, un suivi de lumière, un suivi de ce climat qui change, enfin de ce climat cyclique. Je ne parle pas du climat qui change aujourd'hui. Mais et donc j'ai appris en faisant ce travail. J'ai beaucoup appris. Et je faisais en parallèle, on en parlera tout à l'heure rapidement, le travail sur Jean Jaurès, qui lui aussi est un travail sur le temps aussi, sur le temps scolaire, avec les mêmes approches un peu, qui s'influençaient, enfin j'apprenais sur un terrain pour l'appliquer sur l'autre, enfin et vice versa. On a l'impression que les compagnons que tu photographies sont toujours seuls, que tu les isoles un peu dans leur rapport à la matière, aux gestes, aux outils. Ils sont pas en interaction, ils sont pas dans des moments de puissance ou de force d'ailleurs. Ils sont dans la précision et puis dans le silence de la solitude finalement que tu viens ici capter. Oui. Il y a des moments comme ça, un peu, enfin, j'ai beaucoup aimé oui, c'est ça, c'est un entre-deux parce que c'est quelqu'un qui, enfin, j'avais plein d'autres photos de lui, qui fait des gestes super précis, très puissants, avec des choses un peu dangereuses, qui pèsent des tonnes, qui arrivent, etc. Et là, je sais pas pourquoi, il regarde par terre, il est en suspens un peu, enfin voilà. Mais seul, oui, parce que c'est peut-être plus... C'est pas facile de photographier les groupes aussi. Alors j'en fais, mais c'est plus difficile, je crois, aussi. Oui, du coup, on n'est pas dans cette chorégraphie du chantier, on est vraiment dans cette présence qui s'installe finalement dans ce lieu, qui commence à... la manière presque d'habiter le chantier pour ces gens qui vont y travailler plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est quand je photographie des gens comme ça, je les connais pas. Et ils sont pas plus connus. Enfin, je les connais pas plus après la prise de vue. On a échangé quelques mots, on en échange un peu après. On n'a pas le loisir, ou très peu, de se retrouver. Là, en tout cas, il n'y a jamais eu d'échange de photographies, par exemple. C'est dommage. C'est accepté aussi, je crois, parce que toutes les photographies, bien sûr, sont des photographies très, très prévisibles, quoi. C'est-à-dire que, enfin, pas prévisibles. C'est-à-dire que acceptées. Je suis très visible. Je demande. Ou alors, si je demande pas avec les mots, je demande avec mon corps et avec mon assistance. Donc, il y a une acceptation, un jeu. Et j'attends ce jeu aussi. C'est ce que tu entends par portrait joué. Un peu, ouais. C'est une sorte de participation toute simple, la plupart du temps, encore une fois, dans le silence, quoi. Et une relation. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le rôle du photographe. Lui, par exemple, il y a deux ou trois rouleaux avec lui. Et voilà. Bien sûr, il n'a pas posé. Il fait. Là, pour le coup, c'est un peu chorégraphie. Mais je me pose toujours la question, savoir si les gens se font un peu plus photogéniques quand on les photographie, en fait. Donc, c'est ce qui se passe là, je crois, tout simplement. Pardon.
c'est la première fois où on voit un petit peu, on ressent un peu ce qu'on attend souvent dans cette image du chantier, c'est-à-dire cet aspect de désordre, d'entre-deux, de moments où on sent qu'on est dans une finalité proche mais pas atteinte. On est un peu dans une des premières images qui nous propose cette tension un peu du désordre du chantier, que finalement tu évites assez souvent dans les autres images que tu as sélectionnées. C'est vrai. Mais là, ce qui est marrant, c'est que les personnages sont justement un peu cachés comme ça dans ce désordre. Ils sont à la même échelle et se confondent complètement, un peu avec l'image. Il y a aussi un rapport à la matière qui est très important dans la matière de la construction. C'est ce béton, cette pierre, le sol, la terre dont on la retourne. Enfin, il y a vraiment toute une histoire de cette transformation de la matière. Bah oui, parce qu'on est sur le même lieu, donc c'est pas un travail sur le voyage, quoi. Donc on est sur la même terre, la terre qui parfois est amenée par des camions, mais bon, elle est là. Et on est sur la même géolocalisation. Et je crois que les changements de la matière sont au même titre que les changements de forme et les ruptures de perspective, par exemple. Le paysage qui se bouche font partie de ce genre de travail, quoi. C'est pas un travail d'errance. Donc on peut, si on s'ennuie, ça arrive souvent. Au bout d'un moment, on a l'impression de tout connaître. Il faut c'est ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de me reconcentrer sur autre chose et de voir, de m'apercevoir qu'en fait, j'ai beau rester des semaines et des semaines sur le même lieu, en fait, je connais pas du tout ce lieu encore. Enfin, c'est impossible. Donc la photographie, c'est à chaque fois une petite couche de connaissances que je rajoute ou que je prends, mais j'en fais pas le tour, heureusement. Ces portraits sont vraiment importants, ils ponctuent vraiment cette évolution de la structure, et on est là quand même vraiment aussi dans une évocation de cette peinture réaliste, la fin du 19e, de cette façon de redonner à voir, de porter le regard sur ces métiers, ces gestes, ces postures, cette façon d'être dans le chantier. Oui, c'est vrai. À un moment, je voulais faire une collection de tous les gestes possibles, mais je ne suis pas assez rigoureux pour ça. Mais surtout, encore une fois, c'est des moments quand même assez rares où tout va bien, quoi. Où la personne veut jouer, où la lumière est bonne, où moi je suis en forme ou pas, mais un peu attentif. Et faire un travail systématique, j'y arriverai jamais. Mais j'ai voulu le faire. Donc là, c'est le lieu qui ponctue comme ça Voilà. C'est un peu la mesure du temps de ce chantier, quoi. C'est une reconduction qui revient, voilà, et cette lumière ici, qui était jusque-là très blanche, très solaire, et qui d'un coup s'assombrit, arrive dans des tons beaucoup plus profonds, contrastés aussi. Là, on est dans les intérieurs, donc dans les salles d'archivage. C'est quelqu'un qui gratte le sol, je ne sais plus très bien pourquoi, il y a eu des erreurs, donc ils sont obligés de réparer. Et l'éclairage, c'est l'éclairage qui lui sert à travailler. C'est l'éclairage de chantier que j'ai utilisé comme une lumière, comme un projecteur. Donc je l'ai un peu bougé, enfin. Et, voilà. C'est les raboteurs de parquet de Caillebotte, là. Comment ? C'est les raboteurs de parquet de Caillebotte. Oui, c'est ça. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup aussi, où on est chez les maraîchers. Là. Il y a ces femmes là qui s'en vont vers les camions parce qu'elles
j'ai l'impression que c'est un peu enfin, avant une pause. Et voilà. Ce qui me marque dans cette image, c'est qu'on y voit en fait une représentation de la banlieue qui aujourd'hui émerge de plus en plus, celle d'un Grand Paris, donc on parle comme d'un Grand Paris qui est une terre agricole, enfin on vient apporter cette image-là et déplacer un peu l'image d'une banlieue de tours ou de pavillons. Et là, déjà, elle date d'il y a plusieurs années aujourd'hui, on a déjà cette idée-là, hein, cette puissance de la confrontation aussi, de cet usage maraîcher du sol et au lointain, l'arrivée de cette grande structure que sont les archives nationales, oui. Et des temporalités aussi qui sont différentes, hein. Clairement, on est sur la saisonnalité face à une pérennité qui se veut séculaire, et donc sur un rythme du territoire, deux rythmes qui sont très très différents. Oui, oui. Et quelque chose de l'ordre du végétal et du minéral, quoi. Enfin, ce bâtiment comme ça avec cette lumière, il y a deux. L'humidité, le sec aussi, enfin tout ça, le chantier, enfin, bon, je sais pas trop quoi en dire, mais en effet, on est à peut-être même pas 500 mètres du métro là. Et ça c'est super intéressant, je trouve. Et dans ta prise de vue, tu fais de ce bâtiment littéralement monumental un objet finalement assez fluide qui passe dans cet horizon. Oui, ça se marie bien. Hein. Qui redonne une légèreté finalement dans le point de vue que tu proposes à ce bâtiment. Alors parfois tu ressors en pérégrination. Ouais, mais là on n'est pas loin des archives, mais j'aime bien tous ces petits pavillons là, ces formes. Ça, j'ai pas grand chose à en dire. C'est la banalité. C'est une sorte de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière, comment ça s'éclaire, les rythmes qu'il peut y avoir, et voilà. C'est les compositions qui sont très fortes, hein, dans la manière dont sachant on est de nouveau sur des compositions picturales aussi, hein, et puis cette vacance des avant-plans, de nouveau sur des possibles investissements du territoire, qu'on retrouve, qu'on avait déjà sur une autre image avec un trottoir un peu abîmé. Donc là, c'est un peu retrouver le possible, les potentialités de cet espace-là. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de transmettre quand même une expérience de vision. Et finalement, c'est assez absurde de s'arrêter ici dans l'herbe, au milieu des crottes de chiens, pour mettre sa chambre. Mais c'est une expérience, en fait. On s'arrête. C'est-à-dire que tous les gens, enfin la plupart des gens qui ne font pas le métier de photographe et qui vont d'un endroit à un autre, ou alors ils promènent leur chien, ou alors ils fument une clope. Mais enfin, généralement, on s'arrête pas trop devant ces lieux. Et je trouve ça intéressant, simplement déjà de m'y arrêter, d'essayer de faire une bonne image de ça et de la transmettre. Bon, et le mettre dans cette série, c'est aussi rappeler une forme de fragilité de ce territoire. Quelque chose qui ne se concentre pas sur le chantier des archives, mais rappelle bien l'écosystème urbain dans lequel il s'insère, sur un qui est très modeste, comme ça, par rapport quand même à ça. On peut passer aussi... Là, on est à l'intérieur du bâtiment, dans les zones de stockage, j'imagine. Là, c'est le couloir qui donne sur les zones de stockage. Et là, c'est aussi dans le couloir les graffitis, et indications de chantier. Là, c'est une zone, une chambre de stockage, en effet. On est vraiment au point de bascule, là. Cette image sortie de ce récit,
on ne saurait pas si on est dans l'abandon ou dans l'investissement. On est vraiment de nouveau dans cet espace où tout est possible, tout peut encore arriver. On est vraiment sur ce point de fragile, en fait, du juste avant ou juste après. C'est vrai. Quelqu'un peut surgir, quoi, aussi, par la porte. Et on retrouve cette idée de la scène de théâtre dont tu parlais au début aussi. Cette idée de nous placer sur cette question de la place du spectateur, hein, qui traverse l'ensemble de ton propos photographique. Hein. Cette fois-ci, on est bien dans la salle à regarder ce qui va advenir sur scène, ou en tout cas être disposé à observer le déroulement des événements. Oui, ça pourrait être une galerie d'art contemporain. Je sais pas, avec des artistes ou des acteurs. Pourquoi pas. Là, c'est... De nouveau la ville futuriste qui revient dans cette lumière laiteuse. Oui, c'est ça. Et un peu organique comme ça. Et en même temps très métallique. C'est des vues de chantier avec des lumières intéressantes. Enfin, je sais pas si... Oui. Et l'absence, en fait, hein, vraiment, ou le peu de visibilité que l'on a des ouvriers, ça donne vraiment cette impression de silence, d'immobilité. Il y a une tension entre le récit de la mobilité, de la transformation de ce territoire, et puis l'immobilité que l'on ressent, un peu comme si ça se le faisait dans le silence le plus absolu, de façon très discrète. Oui, c'est vrai. C'est peut-être... Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais quand je fais ces photographies-là, c'est vrai que c'est comme si un peu c'est difficile à dire, mais je cherche des images en fait. Et je ne cherche pas à documenter de façon très très précise forcément les événements. Parce que de toute façon, je ne connais pas les événements quand je les photographie. Au bout d'une année, je commence à comprendre un peu, mais à chaque fois, il y en a des nouveaux. Il y a des termes, par exemple, pour les légendes, j'ai beaucoup de problèmes. Pour ça, il faudrait que je travaille avec un architecte ou un maître d'ouvrage qui me donne toutes les légendes si je veux faire des choses très précises là-dessus. Là, j'ai mis que les mois parce que c'était impossible. Donc, je ne sais pas trop ce que je photographie. Je photographie des mouvements, je photographie des lumières, des masses, des perspectives. Et j'essaye d'être... et je laisse le soin au spectateur de rentrer dedans et de reconnaître des choses que lui connaît, que moi j'ignore, mais peu importe. Enfin, la question de la scène, elle est intéressante, en effet. Parce que en laissant une scène ouverte, dans laquelle, en fait... avec des informations qui m'échappent. Et c'est ça la photographie. C'est-à-dire que je ne fais pas une photographie de choses que je connais. Je fais une photographie pour les connaître. Ou alors pour laisser les autres les connaître. Là, on arrive quand même vers la fin du chantier. Ouais, là c'est la fin. On est en 2011. C'est différent, justement, la scène est un peu bouchée là. Mais voilà, alors voilà. Et là, c'est la présentation de ton travail. Ouais, ça c'est la première, la présentation de ce travail dans les archives même. Donc on avait choisi avec Sylvie Lerat et avec avec la personne qui s'occupait de la communication des images. J'avais proposé, on ne pouvait pas trop toucher au mur. C'est-à-dire, on pouvait mettre des images sur des cimaises. Ça me plaisait pas trop, c'était un peu compliqué. La salle était immense, donc j'ai proposé de faire une grande table autour de laquelle les spectateurs pouvaient tourner. Alors là aussi, c'était présenté de façon chronologique. Et c'était une sélection de 70 images, 78 images, je crois.
Ce qui est très original, je trouve, c'est que donc, tu fais tout le récit de ce chantier, du terrain avant, de l'érection de ce bâtiment, et tu choisis de ne pas mettre d'image du bâtiment terminé. C'est un peu comme si l'histoire s'arrêtait. Vraiment, ton récit, il y en a quelques-unes là qui vont venir. Dans la sélection de ce soir, non, il y en a une. Non, parce on en a une. J'ai monté ça comme ça parce que cette expo, elle s'est faite avant que ma commande finisse. D'accord, donc c'est dans le récit. Donc là, c'est les dernières. C'est la dernière photo, en fait. Et c'est déjà l'usage parce que c'est ouvert et il commence à y avoir les premiers lecteurs. Et là, c'est le début d'une série que j'avais commencée, qui n'a malheureusement pas pu se continuer, sur les usages, sur donc les lecteurs, il y a des photographies dans les bureaux, les tâches administratives, etc. Donc c'était une autre exploration. C'était assez émouvant de se retrouver dans un lieu totalement construit, orienté, civilisé, alors qu'on était dans l'espace. Là, on est dans les cloisons, mais c'était d'autres espaces, d'autres usages, et c'était vachement intéressant d'être sur le même lieu au niveau géographique. Donc voilà, c'est une série que j'aimerais bien continuer un jour. Pourquoi pas, sur ce lieu. De toute façon, ça va rester longtemps, les archives. Donc, ouais. C'est leur destination. C'est ça. On espère. Et on voulait passer après cette série à celle que tu évoquais tout à l'heure, qui est Jean Jaurès, que tu réalises en fait en parallèle. Oui. Oui, en parallèle. Alors c'est une série qui a été commandée. Enfin, c'est pas une commande, c'est une proposition de résidence par le BAL, la Fabrique du Regard. Ils m'ont proposé de travailler en résidence sur ce lieu, sur ce lycée, sur cette cité scolaire, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Écriture de lumière, qui proposait à des photographes comme ça à travers la France de faire des images en milieu scolaire et de faire des ateliers aussi. Donc je me suis pris au jeu. Là, je présente très peu d'images, hein, mais donc c'est un travail qui aurait dû durer une année, qui a duré officiellement 2 ans, et de façon personnelle, j'ai continué encore pendant 2 ans après parce que j'avais pas fini. Donc voilà, là aussi l'exploration d'un lieu qui bouge, mais qui lui reste sur place. Enfin, et ça, c'est des vues du livre qui a été édité. Qui est là, qui est ici. Pour donner un peu sa matérialité. Ouais. Et ça, c'est une publication que ça me permettait de montrer quelques images à travers une publication. C'est une publication qui a eu dans Vacarme, avec un petit texte que j'avais écrit qui s'appelait Portrait joué. En fait, c'est presque une répétition, portrait joué, tous les portraits sont joués, à mon avis. Bon, et c'est d'ailleurs, en l'occurrence, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment des portraits? J'en sais rien. C'est des postures, c'est des corps. Il y a peu de regards en fait, frontaux. Il n'y en a pas d'ailleurs. Par timidité de ma part ou de la leur, et aussi par jeu. Ces photographies-là, enfin, je vais pas durer longtemps là-dessus, mais c'est simplement des lycéens qui attendent dans le couloir leur passage à l'oral du bac. Donc beaucoup de tension, beaucoup d'appréhension comme ça. Et ensuite, comme aux archives, j'ai fait une exposition à l'intérieur même du lieu de prise de vue. Alors là, pour le coup, c'était beaucoup plus libre parce que je pouvais toucher au mur, je pouvais faire plein de choses. Et donc j'ai collé comme ça, pas tout seul, avec plein d'amis, hein, des photographies sur les murs qui peu à peu ont été altérées, biseautées comme celle de gauche, brûlée comme celle que je mets pas parce qu'elle est terrible. Voilà. Enfin, et donc
Et finalement, je les ai photographiés. Au début, c'était pas du tout la volonté, mais quand j'ai vu que ça bougeait, que ces images n'étaient pas respectées comme celles d'une galerie, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut garder cette trace-là. Et peu à peu, je me suis aperçu que c'était des actions ultra importantes, quoi. Enfin, qui posent question, quoi. Donc, on les a mis à la fin du livre. Quand je dis on, c'est parce que je travaille avec Francesca Alberti qui est historienne de l'art aussi, sur les livres la plupart du temps. Enfin, sur tout ce qui est publication. Voilà. Et ça, c'est une photographie qui a été, oui, quelques mois après, restaurée, déchirée. Donc c'est un retour sur les lieux que tu fais en fait, hein, d'essayer de faire une rencontre intime de ces lieux, d'observer les mouvements internes, la manière dont ils bougent dans le temps, dont ils se modifient dans leurs usages, et puis ce retour que tu fais avec tes images, de nouveau pour confronter à ce mouvement, pour finalement essayer de rentrer dans le mouvement. C'est un peu aussi ce temps-là, c'est celui qui permet de sentir un peu la vibration interne de ces différents lieux, la banlieue, avec les archives, cette cité scolaire aussi, qui est un moment aussi de passage. 3-4 ans, c'est les quelques années qui mènent au bac, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail sur le lieu, circonscrit par des frontières comme ça, comme celui de la jungle d'ailleurs, c'est les possibilités qu'il y a après d'exploitation avec le livre, par exemple, en particulier, et peut-être l'expo, pour le coup, les expos qui se feront aussi, j'espère, en dehors du lieu même. Mais ce livre-là, je l'avais pensé comme un livre-lieu dès le début. C'est-à-dire quelque chose qui nous permette de rentrer dans un lieu et qui est un lieu lui-même, en fait, une image du lieu. Donc, pour les archives, il n'y a pas eu de publication faite en dehors de ce Leporello qui est très artisanal, mais c'est un peu l'idée aussi. Si jamais je faisais un livre, ça serait quand même, ça serait ça, essayer de faire ressentir cette succession d'images publiées comme un lieu, quoi. Un rapport entre l'espace et le temps, hein, qui est toujours assez précieux dans ton travail. Et donc cette troisième série que tu as commencé à montrer, qui est celle sur la jungle. Oui. À Calais. Donc là, on est après. Hein. Là, on est en 2016. Alors oui, pour la situer, c'est une commande qui a été... Enfin, c'est un travail qui a commencé donc en décembre, un peu avant décembre 2015. J'ai fait mon premier repérage en décembre 2015. Ça a été initié en fait par... ça a commencé par une invitation de Laurent Malone, qui est un photographe qui travaillait au Pérou, enfin qui travaillait avec le Pérou. Et le Pérou qui est le pôle d'exploration des ressources urbaines, une association active dans l'habitat précaire particulièrement, qui regroupe des sociologues, des ethnologues, des architectes, et donc des photographes, des artistes. Donc Laurent Malone m'a invité, m'a proposé en tout cas de travailler sur la jungle. Il avait vu Jean Jaurès, il s'est dit peut-être que ça peut l'intéresser de travailler sur un lieu comme ça. Il avait bien compris que j'aimais bien travailler sur les lieux, les arpenter, prendre mon temps. Donc j'y suis allé en 2015. J'ai un peu cogité. C'était un choc pour moi en tout cas. Un choc très positif, mais un choc quand même. Et en février 2016, j'étais pas en France et j'apprends par la radio que la jungle, la partie sud de la jungle allait être détruite. Donc je suis revenu et là j'ai travaillé pendant 8 jours de façon très très intensive jusqu'à enfin un peu plus même, enfin tout février jusqu'aux destructions de la partie sud qui ont eu lieu en mars.
Donc là, c'est les premières photos comme ça, un peu lointaines. Là, on est dans une rapidité de la rencontre quand même, hein, une urgence qui vient. Voilà, je travaille pas à la chambre. J'ai pas eu le temps. Je travaille au relais flat. Je suis plus rapide, même si je suis certainement beaucoup moins rapide que si j'avais un Canon moderne, mais quand même, il y a alors, relais flex et 6.7, enfin 2 ou 3 6.7 différents, mais un Makina Plobel pour ceux qui aiment la technique. Moi j'aime bien les appareils. Et là, la dynamique est finalement inverse de celle qu'on a pu voir dans les archives nationales, puisque c'est celle d'une disparition. Oui. En tout cas, on n'est pas dans le travail sur la pérennité que construisent les archives, mais au contraire, quelque chose de précaire, potentiellement éphémère, alors avec des effets de répétition, de reconstruction, de réitération. Mais on bascule complètement sur... Ben là, on est dans des matériaux qui n'ont rien à voir, des architectes amateurs, ou pas d'ailleurs. Il y a quand même des constructions qui sont assez savantes, que j'ai pas forcément documentées d'ailleurs. Fallait faire un choix. C'était très très dense, et donc j'ai fait le choix au début de photographier tout ce qui allait disparaître, de façon très classique. On garde des traces. Il y a une beauté, il y a une richesse qui va disparaître, il y a un territoire qui va changer, donc gardons des traces de tout ça. Bon, c'est ce que je me suis dit. Et je vais aussi photographier les différents, bien sûr, les habitants, ceux qui intervenaient de l'extérieur, comme les associations, par exemple, qui nettoyaient. Enfin voilà, c'était sans non plus vouloir être exhaustive. C'était au fil des rencontres, en passant un peu du coq à l'âne, souvent, sans vouloir, par exemple, suivre une équipe de nettoyage comme ça toute une journée pour essayer de bien faire comprendre ce qu'ils faisaient. Je passe, je reste un peu avec eux. Et après, on passe à autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est quand même ça s'est fait en effet dans l'urgence. Alors, ce qu'on avait commencé à voir avec Jean Jaurès, qu'on voit bien ici, c'est l'alternance de la couleur et du noir et blanc. Hein, cette façon, alors tu dis que tu travailles avec plusieurs appareils. Et alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir, toi, le noir et blanc sur un sujet, la couleur? Est-ce qu'il y a, voilà, quelle est la dynamique qui t'entraîne vers le choix d'un type de représentation ou l'autre, ou c'est selon la lumière, la composition? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus propices? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Souvent, quand je commence une pellicule en couleur, c'est vraiment idiot ce que je vais dire, mais il faut la finir. Donc on continue. Et on voit ce qu'il arrive après. Et parfois on se mord les doigts, on se dit ça aurait été mieux en noir et blanc. Et pourquoi? Je ne sais pas très bien non plus. Mais quand même, il y a des contraintes techniques qui font qu'on choisit. Les pellicules en noir et blanc, je les pousse beaucoup plus, donc je peux me permettre de photographier les intérieurs, ce qui n'est pas le cas là. Et c'est un peu pour voir ce qu'il arrive quand on utilise le noir et blanc ou la couleur, quoi. Et tout ça avec l'intention, c'est pas une intention, mais avec le jeu qu'il peut y avoir dans cette alternance pour créer des temps, en fait, et des ruptures qui font qu'on n'est pas dans je suis pas dans une espèce de continuité, quoi. Enfin, il y a des ruptures. Des ruptures dans ta manière de te sentir dans les lieux, dans la distance que tu instaures, dans ta posture. C'est ce type de rupture-là que tu... Ouais, des ruptures et des ruptures aussi pour le spectateur, c'est-à-dire que c'est impossible de se mettre à la place du spectateur. Enfin, moi, j'y arrive pas puisque c'est moi qui fais les images. Mais en tout cas, c'est un pari un peu. Je me dis, on passe comme ça il y a des temps aussi différents. Et pas des références temporelles, noir et blanc, qui feraient penser au passé, la couleur au présent, mais d'ailleurs je trouve que c'est vraiment l'inverse.
Enfin, souvent, c'est l'inverse. La première photo en noir et blanc que j'ai fait après avoir fait beaucoup d'années de numérique et après avoir retrouvé mon relais FLET, c'était une photographie en noir et blanc d'une jeune fille à Jean Jaurès, justement. Et je l'ai trouvée extraordinairement présente et actuelle. Donc, c'est pas une histoire de référence de code, en tout cas. C'est pas un travail sur le code. Donc là, tu vas alterner, on sent que tu déambules finalement dans cet ensemble d'images. C'est une déambulation dont tu fais le récit sur le fait de découvrir des habitats, de rentrer dedans, d'en ressortir. Enfin, on sent vraiment cette marche au gré des rencontres, des possibilités qui vont se faire. Sur la jungle, tu vas être surtout d'un côté, hein, c'est ça, c'est... Au début, là, je travaille principalement sur la zone, la zone sud et plus précisément sur les quartiers soudanais. Simplement parce qu'on ne peut pas tout faire et que j'ai été très très bien accueilli dans les quartiers soudanais. Bon, alors, je m'y sentais bien. C'était vraiment... d'ailleurs, est-ce que c'était la photo d'avant ou celle d'après? Pardon, j'ai fait des bêtises. Oui, les légendes sont... Je ne sais pas si on arrive à les lire, mais par exemple, là, c'est une des premières photos que j'ai fait à droite, où j'ai été invité il y a une personne qui s'appelle Kouti, que j'ai su après, qui me voit dans sa cuisine parce que j'étais à l'abri, il pleuvait fort, et il m'invite à prendre le thé. C'était le premier thé que j'ai pris à la jungle. Bon, ça, c'était important pour le début, enfin pour se donner du courage et pour continuer. Et il m'a vraiment encouragé. Et on ne s'est pas dit un mot. Parce qu'il parlait pas anglais, je parlais pas sa langue, pas arabe, rien. Et lui, il parlait pas français non plus. Donc on s'est rien dit. On est resté peut-être une demi-heure là, dans cette petite cuisine et à boire du thé. Et après, il m'a présenté. Enfin, ça c'est anecdotique, mais c'est quand même la trame de cette histoire, parce que il y a des textes qui racontent ça. Bon, alors ça a l'air de rien, mais ça permet justement de faire la petite histoire, de pas faire la grande histoire de la jungle avec des chiffres, avec des statistiques et tout ce qui est très utile, mais qu'on voyait ailleurs. Là, c'est une histoire de rencontre, de salon de thé, en fait. Mais un peu plus. Mais quand même, je tiens à cette légèreté. Même si on est dans un milieu, dans un environnement dramatique, avec des gens qui souffrent, qui ont traversé les mers et qui ont frôlé la mort, il y a toujours de l'hospitalité. Et j'ai toujours été super bien accueilli. C'est pour ça que ce travail, je l'appelle Welcome, my friend. C'est peut-être pas complètement définitif, mais ce welcome, j'y tiens, quoi. Voilà. Il y a une brutalité dans le passage noir et blanc couleur de cet espace qui est vivant, investi, et puis de ce grand terrain vague qui est... dont en plus tu prends la distance, quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment dans le rythme que tu instaures là une brutalité, une rupture volontaire dans la distance instaurée. Oui, c'est vrai. Volontaire et chronologique. Hein. Donc c'est du montage, mais c'est un montage qui prend comme contrainte la chronologie. C'est-à-dire que s'il y a une rupture, elle s'est faite aussi dans la déambulation, pas seulement dans la manipulation des images a posteriori. Là, on revient sur les portraits. Là, la personne apparaît dans l'image, mais elle s'en échappe finalement. Donc, presque à se demander quel est le sujet véritablement de ton image. Est-ce que c'est le tableau ou la personne, dans cette espèce d'effet aussi de basculement, de déséquilibre qui se crée.
au moment où tu fais cette image. Moi, elle me fait beaucoup penser aux images réalisées longtemps avant par Jacqueline Salmon dans sa série sur le hangar, où pareil, on avait toute cette difficulté finalement de photographier, à la fois d'incarner cette réalité, ces personnes, et puis la difficulté du rapport à l'image, à la représentation, avec des dangers présents, clairement pour eux, sur cette question de la représentation. Et donc, de nouveau, dans ces images, on avait aussi ces silhouettes qui apparaissaient un peu de la même manière. Hein. Ben, là c'est encore un de ces... Enfin, c'est un portrait, enfin en tout cas, il ne s'est pas échappé de l'image totalement. Il y a d'autres images aussi où on le voit, mais toujours... Enfin, disons que dans ce travail, là aussi, on ne s'est pas dit grand-chose, mais on se comprend en fait. Dans la photographie, on se comprend assez bien. Et finalement, je lui laisse le temps de se cacher. Parce que et donc, mais lui, enfin là il y a quelque chose qui est assez magique, et je connais pas son prénom et je m'en veux terriblement. C'est terrible, je l'ai oublié. C'est une faute. Je me le reproche en tout cas, mais il y a une participation de sa part à l'œuvre qui me paraît vraiment très fine et très intelligente, quoi. Où enfin je sais pas, il y a un rapport, c'est vraiment évident entre le bateau, la mer, peut-être son histoire à travers les mers, et cette façon de se cacher en faisant le clown et en même temps en buvant. Ouais. Là, je trouve qu'il y a quelque chose, et j'ai pas fait grand-chose. J'ai simplement mis un endroit où on pouvait voir à peu près tout ce que je pouvais, avec les contraintes du relais flat qui est un peu serré. Donc, et voilà. Et donc ça, c'est le genre de participation auquel je crois réellement. Participation du réel, et bien sûr, bien plus que du réel, des gens, quoi. Là aussi, par exemple, il y a des hors-champs intéressants. Par exemple, quand je fais cette photographie-là, on m'arrête, et je me dis pourquoi, et en fait, la personne rentre dans le champ et balaye devant. Parce que, je sais pas ce qu'il y avait, je me rappelle plus. Et donc, je laisse faire, puis je fais la photographie, et en fait, cette trace-là, elle est intéressante, parce qu'il a créé du contraste, enfin, c'est vachement plus intéressant avec ça que sans cette trace-là. Donc, il y avait peut-être des trucs, des ordures, ou je sais pas quoi. Et il y a aussi, comme dans toute photographie d'intérieur, une volonté de la personne qui habite de présenter le mieux possible. Donc là aussi, c'est du temps, il faut laisser le temps. Enfin, c'est ce que je fais dans tous les intérieurs, par exemple. Donc voilà, et là c'est plus triste, c'est après la destruction de la zone sud. C'est en mars, c'est ça. Ouais. C'est le jour de mon anniversaire. Et c'est tous les quartiers soudanais que j'ai photographiés en février, qui ont été détruits, que plein de gens ont photographié, plein de gens ont aimé, et qui ont été détruits à ce moment-là. Là, c'est la destruction en cours, mais d'autres quartiers de la zone sud, les quartiers érythréens. Donc c'est des destructions à la main qui prennent du temps, qui sont pas si brutales que je l'imaginais avec des bulldozers. Les bulldozers arrivent après. C'est du démontage plutôt. Ouais, je sais plus le mot exact, c'est démantèlement. Ouais. Ce qui est marquant, c'est que, alors là, justement, on voit les CRS, hein, c'est bien ça, les forces de l'ordre. Sur ces images, donc, ça a été extrêmement couvert, c'était un
un événement médiatisé, médiatique, et de nouveau on retrouve dans ton regard, tes images, une forme de silence, alors qu'on est de temporalité suspendue finalement, que ce soit dans les lieux de partage, dans ces démantèlements, on a des transformations radicales qui arrivent toujours dans des images très calmes, très tranquilles, posé, suspendu sur un temps qui semble aller doucement, alors même que tu nous parles d'accélération, d'urgence. Donc cette façon d'essayer d'appréhender ce temps-là, ces gestes-là, cette présence qui s'installe, et puis ça laisse aussi, d'une certaine manière, à chaque acteur le temps de s'installer et de se poser dans cet espace-là, avec un des rares portraits de nouveau où on a le regard qui face à l'objectif. Oui. C'est assez rare. C'est assez rare. Il y en a quelques-uns dans cette série, plus que dans les autres. Il doit y en avoir 3-4 de retenus. Ouais, c'était intéressant ce regard parce que, enfin, c'était aussi un regard vers nous, quoi. Enfin, c'est pour ça que je trouvais tout de suite, je me suis rendu compte que, en voyant la photo, un peu en le faisant, parce que les regards qui me portaient traversaient comme ça l'objectif et atteignaient justement le regardeur. Donc c'est des regards qui nous jugent pas en plus. Enfin lui, on peut l'impression qu'il nous juge, mais il nous regarde un peu bizarrement. Enfin comme des êtres bizarres peut-être. Je sais pas. Enfin bon, je veux pas trop interpréter, mais simplement en effet c'est les rares frontalités. C'est un peu nouveau dans le travail. Et tu les sollicites, tu les suscites, Là, c'est un dispositif, c'est un emplacement. Je suis dans une caravane d'un médecin qui m'a dit bon bah tu fais ce que tu veux, tu nous embêtes pas trop, tu te mets là si tu veux, et ceux qui veulent bien se faire photographier. Voilà, enfin, tu demandes la permission à chaque fois. Je lui dis bon, bah, tant mieux. Je suis resté 1 heure et je me suis mis dans un coin, et tous ceux qui passaient pour un bobo, pour des choses plus graves, pour avoir des antibiotiques, pour plein de choses, ben, finalement, je leur proposais de poser et certains acceptaient. Et voilà. Mais ça s'est fait très rapidement, avec très peu de recul encore, d'ailleurs comme dans le couloir des examens de l'oral du bac. On est au minimum on est vraiment proche. Et pourquoi il veut se faire photographier, je sais pas. Voilà. Moi, je pense que c'est une façon de rester et de témoigner par son corps et sa présence. Mais en tout cas, c'est un vu l'environnement de la jungle, la plupart des gens que je photographiais ou que je rencontrais, il était très probable que je les retrouve pas. D'autres étaient plus habiles que moi. Un ami, Jean Larive, a réussi dans le cadre de la même commande. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé tout ça de l'environnement, du comment ça s'est fait tout ça. C'est vrai qu'après ça s'est transformé en commande. Enfin, disons que le CNAP et Pérou ont créé cette commande qui nous a permis de continuer et de concrétiser, et aussi d'avoir de nouveaux photographes pour renforcer un peu cette action. Et je passe du coq à l'âne, mais comme ça, mais je sais plus ce que je disais en fait. On parlait de la question de la présence, oui. De rester, d'être présent, et de cette distance qui n'en était pas une, justement, et de cette forme d'intimité de fait dans ce studio que tu improvises. Oui, c'est un petit studio naturel. Et qui suscite du coup un regard peut-être plus de présence à l'objectif qu'on ne peut pas ignorer, puisqu'il est vraiment dans un rapport de proximité assez fort. Oui, c'est vrai.
Enfin, voilà, ça, c'est l'église érythréenne, éthiopienne, pardon, qui était vraiment, enfin, je la trouve magnifique, cette église. Très difficile à photographier, très interdite. Et, enfin, il y a d'autres photos, cette église de l'intérieur. Et c'est une structure qui est beaucoup plus pérenne que celle qu'on a vue, que les cahutes qu'on a vues jusque-là. Oui, oui. C'est un des premiers endroits construits, hein, c'est ça. Enfin, je crois. Il se dit que oui. C'est une des premières constructions qui se fait. Oui, oui. Il y a des mosquées, il y avait plein de choses. Ce travail ne se veut pas exhaustif ou planifié ou super documentaire. Hein. C'est une balade. Avec là encore un portrait. Alors, dont la légende est assez étonnante, puisque tu précises qu'il tire au lance-pierre pour la photographie. Oui, là j'appuie un peu ce que... Il y a vraiment une façon de souligner le caractère joué et le faire notamment sur une image qui elle suscite tout l'imaginaire photographique de cet instant décisif à saisir, ce génie photographique d'être dans un geste. Et finalement, c'est un des seuls gestes que tu photographies qui, sans cette légende, pourrait être perçu comme justement pris dans un mouvement rapide, une performance. Et tu ramènes bien les choses en disant non, c'est joué. C'est un peu comme aussi une façon de lever le voile sur ta manière de travailler, qui n'est pas une saisie au vol, mais bien une façon d'être ensemble, de s'installer, d'entamer une discussion, pas nécessairement, tu le disais, dans un dialogue, puisque parfois les mots manquent, mais en tout cas un accord explicite d'une certaine manière de cette coprésence et de ce regard que tu portes donc sur les lieux, sur les gens. Donc tu affirmes bien ta présence et la présence de ton regard. Oui. Alors, sur l'image d'avant, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la composition, c'est qu'on retrouve ces lumières, ces pylônes qui viennent scander l'espace et qui pourraient faire écho aux images que l'on a vues de la banlieue aux alentours des archives. Oui, mais il ne resterait plus que cette infrastructure. Et finalement, le point de vue que tu adoptes est toujours un peu à côté de la route, à l'endroit de l'intersection. On a vraiment la même composition finalement face à l'espace, la même posture, sauf que là on a fait table rase de l'ensemble des bâtiments, de l'ensemble des habitats. Oui. Mais on a un écho complet dans cette façon que tu as de regarder l'espace et de composer sur une composition avec une ligne d'horizon qui se retrouve à la moitié de l'image et cette route qui passe et où tu te poses sur le côté comme pour marquer l'arrêt et non pas l'entraînement dans la circulation. Oui, ouais, c'est vrai. Donc là, est-ce qu'on le voit bien là? Je sais plus. Non. Ouais. Oui, c'est des suites de destruction, de cendres, de maisons, de choses comme ça, pardon. Donc là, on en revient au sol, quoi. Le sol et les traces, ce qui reste, pas grand-chose, mais aussi le sol qui a été aplati, par exemple, par les passages. On sent quand même assez bien, on peut imaginer une petite rue. Il reste pas grand-chose, hein, ça a été très vite. Les images, notamment celles de gauche, sont une évocation très, très puissante des celles de Lewis Ball pour la Datar, sur fausse secteur là, pour le 80. coup, je l'ai en tête, hein, c'est clair. Ouais. On est complètement dans cette attention qui revient à la terre et de nouveau cet espace d'entre-deux. Est-ce que ça va advenir? Est-ce que ça a disparu? Rien pour l'indiquer, à part ici la place dans le récit.
là, encore, ouais, rupture dans la série aussi, un peu couleur. Le printemps arrive, ça change un peu les rapports. Il n'y a plus la zone sud. Tous les habitants sont concentrés sur un territoire absolument ridicule, tout petit, enfin, pour les accueillir. Et voilà, il y a une densité vraiment très très forte et une altérité permanente qui fait que des rencontres comme ça, enfin ça, là c'est pas vraiment une rencontre, mais si je prenais, enfin voilà, il y a énormément, mais bien plus que dans une ville normale, de rencontres, de discussions, d'invitations à prendre le thé, à manger, à dormir aussi, chose que j'ai jamais fait. Mais voilà, donc beaucoup d'interactions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le passage vraiment de cette zone dévastée, enfin, et ce basculement très rapide dans cet espace en couleur d'intimité, de jeu, d'échange, où on sent une dynamique d'être ensemble. C'est une forme aussi de dédramatisation, ou en tout cas d'éviter ce grand récit de l'histoire de la disparition pour rappeler de nouveau que fondamentalement, il y a une présence. Il y a une présence, elle se déporte, elle se déplace, mais elle persiste. C'est une vie qui continue à se déployer. Oui. Tout à fait. Et qui se déploie aussi dans l'architecture intérieure, par exemple la décoration. Avec des façons de faire. Enfin, c'était ça un peu l'idée de pas mal d'observateurs aussi, c'est de se dire qu'il y avait une richesse qui arrivait ici et qui s'exprimait par les constructions, l'architecture, bien d'autres choses que j'ai ratées ou que j'ai pas pu voir puisque je faisais de la photographie, mais j'imagine la musique, les langues. Enfin, une vraie étrangeté enrichissante. Et donc voilà, moi je me suis intéressé à ce qui me passait devant les yeux et ce qui me paraissait intéressant. Et toutes ces couleurs voilà, ça fait partie de cette richesse que je voulais garder. Et aussi cette dureté finalement, parce que c'était pas non plus une ville agréable à vivre. Est-ce que c'était une ville d'ailleurs? J'en suis pas trop sûr. C'était pas non plus un bidonville. C'était une sorte d'entre-deux, peut-être. Je sais pas, faudrait voir comment les ethnologues ou les urbanistes la situent, mais... Donc voilà, il y a des choses aussi qui sont dures comme ça, je trouve, où c'était le mobilier, le mobilier officiel, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Et alors, là, dans l'image de droite, c'est un moment un peu particulier, puisque c'est, en fait, il manipule les photographies que tu apportes avec toi, dans l'espoir de revoir éventuellement des gens que tu aurais photographiés, mais qui te servent aussi, à un moment donné, à prendre contact avec, à montrer ce que tu fais. Donc sur des boîtes comme celle-ci... Oui, c'est des petits tirages comme ça qui pallient au manque d'exposition sur place, en fait, parce que enfin, voilà, c'est une façon de présenter aux gens et d'en donner aussi. Donc, généralement, bon, la plupart du temps, j'ai pas retrouvé les gens parce qu'ils étaient partis en Angleterre ou ailleurs, ou alors simplement, je les ai pas retrouvés, c'était tellement vaste. Mais on m'a pris pas mal
paysages de la zone sud, qui étaient pour la plupart des gens qui venaient d'arriver, bien sûr inconnus, et qui faisaient déjà partie de cette petite ville, certainement d'histoire, de légendes, j'en sais rien. Je parle pas leur langue et j'ai pas échangé, mais ma façon d'échanger c'était ça en fait. Et voilà, et ça me permettait aussi de. Alors cette photographie, c'est une photographie acceptée, mais un peu, je les prends un peu au piège là quand même. Je leur donne des photographies. Ils savent que je les photographie, mais c'est le don. Je leur donne quelque chose et je leur prends quelque chose quand même. Mais bon, c'est accepté, mais j'en ai conscience. Et ça, c'est l'école une des deux écoles que j'ai pu photographier, c'est l'école du Darfour. Donc voilà. C'est une des rares images où on voit apparaître une foule de gens, un espace d'interaction qui ne soit pas un lieu intime. Oui. Bah oui, parce que là, il y avait, pour le coup, il y avait un rayon Wi-Fi qui faisait que tout le monde était agglutiné autour. Donc il y a quelque chose qui les rassemble par, c'est les ondes en fait qui les rassemblent dans le même espace. Et là encore, j'ai pris beaucoup de temps. C'est pas une photographie prise sur le vif comme ça. Je suis debout sur une petite butte et je photographie pendant peut-être un quart d'heure. Donc bon, ils savent tous que je suis là. Et finalement, il y a un moment où ça se passe bien au niveau de l'image. Bon. Et tu choisis de nouveau. Hein, on retrouve cette composition avec les trois pylônes, la route qui passe et toi qui es à côté, un peu de côté. Un peu de côté, ouais. Bah ouais, un peu de côté, parce que je suis observateur, je suis pas dedans. Enfin, je suis dedans et en étant un peu de côté, un peu en retrait. Et c'est fait à la main aussi, hein, c'est pas des compositions au pied. Donc dans cette série, il n'y a rien au pied en fait. Donc tout est à la main et ça c'est intéressant, enfin, pour moi, parce que à Jean Jaurès c'est pareil, la plupart sont à la main. Mais il y a des imperfections, il y a une vibration, il y a un petit penché parfois qui est involontaire, qui donne un peu de vie. On sort peu à peu de la zone. Hein. À gauche, c'est la zone sud qui a été envahie par les Genêts. Et à droite, on est encore dans la zone nord, à quelques jours de la destruction totale, et il y a encore des gens qui construisent. Toujours avec cet espoir cette nécessité d'habiter, quoi. Cette attention que tu portes au corps, aux postures, qui est remarquable aussi dans cette image à droite, sur ce déhanché, cette façon de se poser dans une écoute attentive. Beaucoup d'élégance. Voilà, bon, ça c'est des vues de la jungle à quelques jours de la disparition. Ça c'est une photographie que j'aime bien parce que tous les soirs il y avait des grandes parties de football comme ça, incroyables, sur la zone des 100 mètres, qui est une zone de surveillance en fait. Bon, c'est une zone policière qui permettait de contrôler. Et je trouvais ça vachement intéressant. Enfin, c'est assez drôle qu'on puisse s'approprier pour en faire un super terrain de foot. Et là, de nouveau, on a un petit peu tout le monde. On a les bénévoles, les réfugiés. Enfin, on a. Oui. On a beaucoup de bénévoles là. J'en ai pas photographié beaucoup des bénévoles. Je l'écris dans les textes.
par exemple, dans la commande, il y a Elisa Lavergeau qui a fait un très beau travail sur justement le rapport entre les relations entre les bénévoles et les réfugiés. C'était pas mon acte. Mais là j'étais content de pouvoir les rassembler dans une seule image, parce que c'était un peu c'était aussi la fin de la jungle là, en octobre. Et il y avait une certaine tension quand même. Donc là, c'est des photographies qui ont été faites la veille de l'évacuation, où on a des équipes de télé du monde entier, européennes quand même principalement, qui viennent faire le journal de 20h. Mais c'était assez incroyable et assez drôle quand même. Je trouve ça assez comique de voir ces équipes de télé qui sont ultra à l'aise en fait, qui arrivent avec leur garde du corps, avec des matraques dissimulées, des choses. Et enfin là, c'était pas le coup. Pour le coup, c'était pas le cas pour eux, parce que c'était vraiment vraiment cool. C'est une équipe allemande, vraiment sympa. Mais il y en avait d'autres qui avaient peur et qui donc prenaient l'espace comme un espace de guerre en fait finalement. Il y avait des reporters qui venaient à la fin avaient des casques. C'était assez hallucinant, alors que mes amis photographes et moi-même et tous ceux qu'on croisait, je veux dire, on a eu peur parfois. Moi, je pense que j'ai eu peur parfois, mais très peu, quoi. Très très peu. Il n'y a rien à craindre, quoi. C'était vraiment un lieu d'accueil où on pouvait faire du tourisme. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on peut le critiquer, hein, mais en tout cas, il y en avait pas mal des touristes qui venaient manger super bien, pour pas cher, et vivre un exotisme à 2 pas de chez eux. Moi, je sais pas, je juge pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était pas un lieu de guerre. Et, voilà. Et donc, c'était assez choquant de voir ces médias s'approprier l'espace de façon ultra professionnelle, avec des dispositifs assez durs. Alors il y a d'autres photos, je ne les ai pas mises ici pour pas avoir trop d'images, mais on voit des dispositifs médiatiques. Voilà, et là c'est la dernière photo de peut-être la dernière invitation au thé. Voilà. C'est tout. Merci. Alors, juste pour terminer, donc tu as choisi après d'en faire, parce que là, on a vu un certain nombre d'images, et certaines apparaissent dans cette publication, c'est ça que tu as faite? Oui. Je peux la montrer si vous voulez. Non. Je vais dire pendant que tu la commentes. Ouais, alors c'est un journal qui a été... D'où ça vient ce journal, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes au début. Qu'est-ce que je fais de tout ce corpus photographique? Est-ce que j'en fais des tirages? Ça m'enchantait pas trop à l'époque. Et donc j'ai voulu en faire... voilà, l'idée de l'album... À un moment, j'ai voulu faire... je me suis référé un peu aux albums justement de Baldus ou d'autres. Et j'ai commencé à faire des albums comme ça. Mais ça un peu, enfin ça marchait pas, c'était un peu trop précieux. Il fallait que je rende une pièce ou deux qui soit la meilleure possible pour le CNAP. Et m'est venu au fil du temps, j'ai pris du temps, j'ai mis 1 an peut-être, à trouver une forme, en fait finalement que j'aurais pu trouver dès le début, c'est la forme d'un journal. Et alors c'est un journal qui est donc tiré à très peu d'exemplaires, sur une qualité un peu basse, quoi, c'est-à-dire c'est du jet d'encre sur un papier 55 grammes, journal, c'est pas de la très très haute qualité d'impression, mais justement, je trouve qu'il y a une certaine distance qui est intéressante, il y a un texte dedans, il y a des légendes, c'est un journal qui a été fait avec moi avec les noms j'ai vraiment un problème. C'est terrible. Avec Julie Rousset,
qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire le graphisme, parce que je suis pas très doué pour ça, pour faire du... Et donc et c'est un journal qui sera pas distribué, qui sera posé sur une table, abîmé peut-être par les spectateurs, certainement, et qui sera renouvelé, l'altération après altération. Donc voilà, il y a aussi un fichier qui fait que finalement c'est une œuvre dure, une œuvre pérenne, tout en étant excessivement fragile, un peu comme ces architectures japonaises qu'on reconstruit à l'identique après destruction ou après. Donc voilà, c'est cette idée-là. Mais ça va évoluer certainement, parce que les techniques d'impression vont évoluer dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais le fichier est là. Voilà, et c'est un choix d'image, c'est chronologique, ça raconte une histoire. Voilà. Il n'y a pas les textes encore, et les textes apparaîtront certainement, j'espère, ou pas, peut-être qu'ils apparaîtront pas, on verra, mais dans une édition future, dans un livre. C'est vraiment intéressant de voir comment le temps habite complètement tes travaux, en tout cas ceux qu'on a vus, c'est-à-dire le choix du Leporello pour la présentation des Archives nationales, qui est vraiment une impression de la circulation du regard, mais en même temps d'un déroulement du temps. Pour Jean Jaurès, le choix de ces affiches qui vont vivre elles-mêmes une vie, avoir une transformation par les interactions, le temps, la lumière, la pluie, enfin voilà, les événements. Et ce journal qui lui aussi est fait pour être renouvelé, mais pour vivre, avoir un temps qui soit lui aussi, qui le marque finalement. Des images qui marquent le déroulement du temps et qui sont elles-mêmes marquées par ce temps. Par le temps et par l'action du spectateur. Moi, principalement pour ça et pour Jean Jaurès, mais je tenais beaucoup à ce que les gens touchent les images là. Je voulais pas cette distance d'œuvres, peintures, d'œuvres photographiques, picturales. Ça peut évoluer, il va y en avoir. D'ailleurs, il y en a une qui va avec ce travail, qui est pour le coup assez picturale. Elle fait 80 par 100 et elle est encadrée. Et là, elle est dans les codes classiques de la photographie de tableau. Et on y voit la destruction justement. Mais je tenais à ce contraste entre les deux, à cette fixité comme ça de la construction, à c'était l'œuvre, c'était aussi l'œuvre de l'État aussi. Donc je voulais ça. Et là, c'est la vie. Donc, la vie. Je veux pas être trop binaire, mais il y a un peu de ça. Ça bouge. Ça. Il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Voilà, c'est mieux. Au milieu des images fixes. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir la discussion avec la salle. Justement, on peut pas le trouver encore. On pourra jamais le trouver, je pense, parce qu'en fait, il est voué à être une œuvre. Donc, on pourra aller le voir, le consulter, mais on pourra pas l'emporter avec soi. Mais c'est une décision qui me fait parfois un peu mal au cœur, parce qu'il y a plein de gens il y a des gens qui le voudraient. Et voilà, c'est une décision que j'ai prise, mais il y aura un livre.